La première question, c'est comment vous êtes entré en contact, comment vous avez appréhendé au départ l'environnement et la nature qui vont durablement vous marquer et qui continuent. Comment c'est arrivé cette entrée dans le monde? Alors moi, j'ai grandi en lisière de forêt de Fontainebleau, essentiellement, et aussi un peu dans le Finistère. Donc j'ai eu un rapport à l'océan par mon père qui était navigateur, mais je pense que l'océan pour moi c'était plus un horizon qu'un milieu vraiment vivant. Donc je pense que mon premier rapport très fort avec un milieu, c'est avec la forêt, en l'espèce la forêt de Fontainebleau. Et c'est-à-dire aussi bien avec les arbres, avec la roche, le couvert végétal, des odeurs de bruyère qui, si j'y retourne, voilà, ont marqué très très fort des souvenirs d'enfance. Et puis, oui, puis les formations rocheuses qui sont très particulières dans cette forêt. Et évidemment des rencontres avec des animaux sauvages assez régulières, que ce soit les concerts, des sangliers, des écureuils, des oiseaux. J'ai jamais pris la mer vraiment, même si j'en ai eu l'opportunité. Je ne me suis pas intéressée non plus à tout ce qui est activité de vol, par exemple, deltaplane, que sais-je. Moi, j'ai vraiment besoin du contact ou avec le sol ou avec la roche. J'ai pratiqué un tout petit peu l'escalade comme plein de gens, mais plutôt à pied. Et après, assez vite, après la forêt, il y a eu la découverte de la montagne, alors lors de vacances plutôt. Et là, par contre, j'ai eu tout de suite une sorte de passion pour la pente, pour le relief, pour ce que ça suggère de possibilités infinies de changer de paysage et de milieu en très peu de temps. Et en parallèle de ça, j'ai aussi toujours grandi dans une maison dans laquelle il y avait beaucoup d'animaux domestiques. Et à proximité de fermes, parce qu'il y avait encore des fermes agricoles en Seine-et-Marne. D'ailleurs, il y en a encore, mais enfin, il restait quelques fermes qui faisaient un peu de polyculture il y a 30 ans. Et donc, il y avait aussi les animaux qui faisaient partie du quotidien et même par extension dans ma famille, de la famille, puisqu'ils étaient considérés vraiment comme des membres à part entière. Alors du coup, ce lien avec, on va dire, un peu assez minéral, enfin avec la terre, avec le paysage, vous l'avez associé au monde animal, donc au travers de voyages assez tôt. Alors on passe sur les voyages en bicyclette, hein, donc j'ai vu dans des terres aussi très très marquées. J'ai vu l'Irlande, j'ai vu, mais je pense surtout au premier voyage, aux odyssées un petit peu avec des animaux, avec des chevaux ou des ânes. Ça c'est venu aussi assez rapidement ce lien. Oui, alors les chevaux, j'ai vraiment consacré énormément de temps aux chevaux dans mon enfance, dans mon adolescence et puis dans ma vie adulte. Et quand je dis aux chevaux, c'est pas à l'équitation. J'ai pratiqué l'équitation, mais je me suis aussi beaucoup intéressée à l'éthologie, au rapport avec le cheval à pied, à la vie du cheval, enfin bref. Et il m'a paru tout naturellement que c'était un merveilleux compagnon de voyage, parce que d'une part, il y a quand même une raison pratique aussi que vous aidez à porter vos bagages. Et à accéder donc avec une grande autonomie à des territoires très très sauvages. Et puis c'est une manière de voyager accompagné, mais sans être avec d'autres humains. Moi, on me dit souvent que j'ai voyagé seule. En réalité, j'ai assez peu voyagé seule puisque j'ai pratiquement toujours voyagé avec des animaux, ce qui n'est pas du tout la même chose parce que d'une part, j'étais en responsabilité d'eux, mais ils l'étaient aussi. Je pense qu'il y a une sorte de responsabilité réciproque quand on est en montagne, dans des territoires très sauvages, que ce soit avec un cheval ou avec un chien. Et puis, ces animaux domestiques ont toujours pour moi été des émissaires et des ponts vers le monde sauvage parce qu'eux-mêmes, évidemment, sont beaucoup plus réceptifs à tout un tas de signaux que laissent les autres animaux, à la météo. Enfin voilà, on sait très bien que les chevaux et les chiens aussi sentent les secousses sismiques avant nous, ont une meilleure appréhension de brusques changements climatiques, vont percevoir d'autres bêtes avant nous. Donc, parce qu'ils ont des sens beaucoup plus aiguisés, ils nous invitent à aiguiser les nôtres aussi, et ce sont des maîtres assez fabuleux de voyage, quoi, par leur sensibilité. Avant le monde animal, il y a notre environnement, dans le sens, le lieu où l'on vit. On est à une époque de changement profond, de bascule, et ça c'est quelque chose qui change notre passé, nos habitudes anciennes, et pour aller vers de nouvelles, ça c'est quelque chose qui déjà vous touche et vous importe. Alors c'est-à-dire que moi j'ai pas du tout grandi en me sentant séparée du reste du monde vivant de manière très intuitive, mais je pense comme beaucoup d'enfants, à condition qu'on leur donne accès
à des arbres, à des animaux et à une certaine liberté de mouvement aussi. Hein. Parce que moi, mes parents m'emmenaient donc beaucoup en forêt, en montagne. On avait le droit de courir, de se salir, de s'égarer, de partir seul en forêt. Je partais seule avec mes chevaux en forêt à 10 ans. Ce qui aujourd'hui me paraît fou, mais à l'époque, ça me paraissait tout à fait normal. Et je pense que j'avais en effet une sorte de conscience de responsabilité et vis-à-vis de ma jument et vis-à-vis de la forêt et vis-à-vis des autres vivants. Et donc, à partir du moment où on ne se vit pas coupé du monde animal et végétal et minéral par extension, quand on peuple un territoire, on se sent, ou plutôt on a conscience, parce que c'est un fait scientifique, qu'on est en interconnexion avec les sols, avec l'air, avec les rivières qui nous nourrissent, qui nous permettent de respirer, etc. Et puis avec l'ensemble des êtres vivants qui peuplent ce territoire. Là, pendant que je vous parle, j'ai sur ma fenêtre une vingtaine d'oiseaux, des bouvreuils pivoines, des citaines d'orchevaux, des anges, etc., qui viennent manger tous les matins, avec lesquels j'ai développé ce rituel l'hiver. Et donc, on est évidemment affecté directement dans sa chair, comme s'il s'agissait d'un de nos organes qui était malade. Quand on voit un fleuve malade, quand on voit... j'ai pu, les dernières années, quand on voit Fouad Flamme, je reviens de temps en temps, quand je suis de passage en Ile-de-France, la souffrance qui est à l'œuvre et que l'on ressent dans les arbres, en fait, qui est d'ailleurs très documentée par les scientifiques, liée aux sécheresses, liée aux canicules répétées les étés. Et on voit que nombre de grands arbres, très anciens, sont très affectés, des espaces aussi de zones humides, où évidemment, quand on était petit, c'est là où on allait chercher les têtards, les traces de sangliers, faire des affûts. Ces zones humides qui, pour certaines, sont en train de disparaître, de se tarir, et dont on imagine bien les conséquences pour tous les animaux. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, me traverse très directement, parce que je l'ai toujours cultivé et que peut-être il y a eu un moment, souvent, à l'âge adulte, les gens décident, inconsciemment ou consciemment, de faire une bascule et de rentrer dans une sorte d'âge de raison où il faudrait travailler, se soumettre à tout un tas de rythmes et peut-être rationaliser son rapport au monde vivant en s'éloignant un peu souvent des forêts, en s'éloignant des montagnes, en s'éloignant des animaux. Moi, j'ai pas fait ce choix-là puisque j'ai cultivé par des voyages, par des longues périodes d'immersion ou tout simplement par des temps de promenade quotidiens avec les chiens qui ont aussi accompagné ma vie. J'ai cultivé ce lien et même, je dirais, je l'ai entretenu et approfondi par l'écriture. Donc, l'érosion de la biodiversité, le changement climatique, tous les phénomènes qu'on observe, moi, ils me traversent comme si j'étais malade moi-même. Dans la verticale du fleuve, précédemment, vous avez évoqué justement cette cohabitation difficile entre un environnement et des projets aussi humains qui viennent entrechoquer c'est ça dont je voulais parler. Il y a cette conscience effectivement de l'importance du vivant, mais aussi d'un monde qui bouge, qui avance et qui au fond est très traumatisant quand on a cette conscience, mais avec cette obligation aussi de faire avec une entre guillemets modernité, obligation forcée ou consentie. Ce que je retiens aussi de vous passerez qu'on est en fou, c'est qu'il y a cette cohabitation très difficile entre la nature, l'humain. Cet antagonisme, il est quand même très très présent dans la nature et aussi dans vos œuvres. Cet antagonisme, il est présent parce qu'on est quand même rentré, alors je ne vais pas le dater précisément parce qu'il y a plein de querelles d'historiens et d'experts là-dessus, mais on est quand même dans une ère où très largement on considère avant tout le reste du monde vivant, que ce soit les rivières, et c'est ce que j'ai exploré dans la verticale du fleuve, que ce soit les montagnes, que ce soit les autres animaux, comme une matière exploitée, exception faite de certains animaux domestiques. Il y a cet anthropologue fantastique, Charles Stepanov, qui dit que voilà, on fait le distinguo entre les animaux enfants, l'animal matière, et donc les animaux auxquels on donne de l'affection, et puis ceux qu'on mange et qu'on traite comme de la matière, oui, dans les usines à viande, littéralement, quelle industrie de l'élevage intensif. Donc à partir du moment où on est dans cette ère où on considère que ce qu'on appelle des ressources, d'ailleurs autour de nous, c'est de la matière, que la grande partie des animaux est aussi de la matière et que tout ça doit être mis à notre service, là il y a quelque chose qui se joue là d'extrêmement violent, parce que soit on est vraiment coupé, en tout cas au niveau cognitif du monde vivant, parce qu'on ne l'est pas dans les interdépendances, mais parce qu'on vit dans une ville, on n'a pratiquement pas de contact avec les arbres, les animaux, et on s'en porte pas trop mal parce qu'on a oublié ce que c'était.
soit on est dans cet entre-deux très douloureux qui est à la fois le constat quotidien de la beauté du monde vivant, des liens extrêmement forts qu'on peut nouer non seulement avec des animaux, mais avec des arbres, avec des rivières, et en même temps par tout un tas d'actions quotidiennes, et c'est mon cas comme la plupart des gens, parce qu'on a un véhicule, parce qu'on utilise des ressources énergétiques qui sont produites de telle ou telle manière, parce qu'occasionnellement, ce que je fais encore, on prend l'avion, même moyen de rationaliser. Et là, on est pris dans cette ambivalence qui peut créer une forme de dissonance cognitive très forte. Moi, j'ai pas de réponse à apporter à ça parce que ça fait longtemps que je me pose la question et que j'ai pu être tentée comme d'autres par le choix d'un retrait plus radical. Mais je pense pas non plus que ça soit la solution. Il est très inspirant pour moi de côtoyer, notamment en Ariège, des gens qui vivent dans une forme de grande marginalité et presque d'érémitisme. Mais la solution, elle est forcément collective. Donc, comment on reste dans le monde en essayant d'interroger ces contradictions, c'est un peu ce que je fais avec mes romans, je crois. Alors, on est en Ariège, dans le Couserans. Vous avez fait le choix, donc, depuis quelque temps, de non pas vous retirer du monde, mais justement y être encore plus en prise avec la connexion est excellente. Ah oui, on parle d'Ariège, d'un coup, la connexion pour nous, je vois bien, claire et nette. Cette rencontre avec, alors au-delà de l'Ariège, avec la faune, on va le dire de suite, l'ours. C'est venu comment? C'est quelque chose, c'est un animal qui vous parlait déjà précédemment, ou ça a été une découverte? Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à cet animal, l'ours, qui est à la fois une bête de nature et aussi qui a été domestiqué à en faire un animal quasiment de cirque. Comment c'est venu cette rencontre avec l'ours? Alors déjà, l'ours, moi, comme j'ai beaucoup fréquenté des territoires de montagne assez peu anthropisés, je l'ai croisé soit en vrai, puisque je l'ai croisé au Kyrgyzstan en 2007. Enfin, j'ai croisé une ours et deux petits. D'ailleurs, je les ai vus grâce aux chevaux qui accompagnaient mon voyage et qui les ont vus avant moi, évidemment. Ils se sont jaugés. Il n'y a pas eu de mouvement de panique de la part des chevaux, parce que les chevaux savent très bien distinguer une situation d'agression d'une situation où il faut juste être en alerte. Et puis voilà, cet ours a déguerpi avec ses deux petits, je ne l'ai jamais revu. Mais surtout, j'en ai beaucoup entendu parler dans les récits de bergers, dans le Caucase, en Géorgie, en Arménie. J'en ai entendu parler donc en Asie centrale. Et puis, il est très présent dans tout un tas de récits de cette littérature qu'on appelle de nature writing, d'auteurs notamment nord-américains, qui rencontrent des grizzlies. Il est présent dans tous les mythes sibériens. Enfin bon, c'est une figure importante. Et puis, quand j'ai découvert le Couserans un peu par hasard, en cherchant un territoire de montagne qui ne soit pas assujetti au tourisme, et il n'y en a plus beaucoup en France, en tout cas dont ce ne soit pas la dynamique et le moteur dominant de la vie du territoire, j'ai fini par trouver, donc dans les Pyrénées centrales, ce petit bout de montagne, le Couserans, qui est très enclavé et assez à la marge, et je me suis rendu compte que c'est là que se concentrait la plus grande partie des ours qui circulent sur le territoire français, enfin franco-espagnol, parce qu'évidemment, ils ne connaissent pas les frontières, entre ici, la Catalogne, un peu la Haute-Garonne, enfin voilà. Et finalement, ce qui m'a fait m'installer ici, ce sont les conditions qui sont aussi bénéfiques à l'ours, c'est-à-dire peu de dérangement humain, peu de bruit, peu de lumière, peu d'habitation, peu d'infrastructures. Donc ce que je recherchais moi, finalement, c'est ce que recherchent aussi les ours et qu'il leur vaut de se concentrer ici. C'est un animal qui a besoin d'un biotope très riche, en fait, contrairement au loup qui s'adapte ou au renard à des environnements beaucoup plus dégradés. C'est pas le cas de l'ours. Et donc il est quand même aussi le signal d'un environnement qui est entre guillemets très préservé. Et voilà, donc c'est en m'installant ici, un peu pour les mêmes raisons que l'ours s'y concentre, donc je me suis dit aussi qu'il y avait là ma matière à raconter aussi une histoire qui interrogerait notre rapport au monde sauvage, parce qu'on se rend vite compte en étant ici que l'ours, il est autant l'objet d'une fascination immense, voire d'une quasi-vénération, que d'une sorte de haine, et que tout ça s'entremêle. Tout simplement parce que c'est un animal qui a une place exceptionnelle par son envergure, par la difficulté qu'on peut avoir à l'apercevoir, par les peurs ancestrales qui sont associées à sa présence, etc. Et toujours revient cette cohabitation possible ou impossible avec l'animal et le monde sauvage. Il est aussi emblématique de cette
difficulté? Il est emblématique, je pense, de notre difficulté, en tout cas de notre échec, même je dirais, parce que malgré tout, là on parle de moins d'une centaine d'individus sur quand même un très grand territoire, à cheval sur 2 pays, et qui ont fait quand même écouler beaucoup d'encre et créer beaucoup de discorde entre les voisins, au sein des familles, etc., alors que les, entre guillemets, nuisances associées elles sont quand même assez limitées. Et pour autant, ça ne veut pas dire que ça n'est pas une nouvelle donne de s'adapter au retour sur le territoire d'un grand fauve quand on avait perdu l'habitude de l'y voir. Mais je pense que oui, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment symptomatique de notre incapacité en tant que collectif, que société. Après, évidemment, les individus, chacun se positionne différemment, mais à faire face à ce qui échappe à notre contrôle, quoi. À ce qui n'est pas, parce que les ours, finalement, même les gens qui en sont les protecteurs ou les défenseurs, je pense à la manière dont l'ours est administré par l'OFB, et sans accuser ni l'institution ni les gardes, mais il y a une sorte de charte de bonne conduite de l'ours, et un ours qui a tel ou tel comportement va être catégorisé à problème. Par exemple, ça c'est une procédure qui peut être mise en place pour l'effaroucher, voire éventuellement aller jusqu'à son élimination, c'est prévu par la loi. Or, si on analyse d'un point de vue de biologiste, d'éthologue, de comportementaliste, ces comportements jugés à problème, on peut aussi considérer que c'est une preuve d'intelligence, d'adaptation, de faculté à aller chercher l'alimentation où elle est, de volonté de dialoguer avec l'être humain. Enfin, voilà, il y aurait d'autres manières d'interpréter ces comportements. Il y a quand même une grande ambiguïté aussi de notre part, parce que la réintroduction, c'est la réintroduction, c'est-à-dire que ça a été le souhait aussi de l'homme que de ramener l'animal dans son territoire, et effectivement le vécu en est ensuite différent. Donc on part d'un bon sentiment avec une vraie action, et avec à l'arrivée 20 ans plus tard peut-être, ou Michel pourrait nous le dire, la première introduction, je pense c'est un peu plus même 80. Donc sur une décision humaine, une prise de conscience, et avec à l'arrivée une gestion très difficile. Oui, alors bon, les biologistes aiment bien parler de repeuplement, parce qu'il y avait quand même encore quelques individus, mais bon, globalement, il y a des individus qui ont été réintroduits, donc ça n'avait pas totalement disparu, mais pratiquement. Il était au bord de la disparition totale, il en restait 5 ou 6, je ne sais plus. Après, là, ça serait une histoire trop longue, mais globalement, je pense quand même que la réintroduction, en tout cas au début, elle ne s'est pas faite de la meilleure des manières dans la communication avec les populations locales, et que des dires des uns et des autres, ça a été quand même très vertical. C'est quelque chose qui vient du gouvernement Mitterrand et qui a été mal vécu. Mais indépendamment de la manière dont ça a pu être bien ou mal fait au début, oui, il y a aussi une vraie hostilité. C'est pas lié que à la réintroduction, puisqu'on voit bien qu'avec les loups, dont le statut de protection est en train de régresser à la vitesse de l'éclair, la Suède vient de déclarer l'abattage de la moitié de sa population, donc là dans toute l'Europe. Les loups, par exemple, en France, sont revenus de leur propre chef, donc d'une manière, entre guillemets, qu'on pourrait considérer plus naturelle. Ouais. Et ça pose souci aussi, alors qu'en revanche, les gypaètes barbus, par exemple, ces grands vautours qui sont des mangeurs d'os, qui ont été réintroduits, eux, en plus, à partir d'animaux de captivité, donc de manière, entre guillemets, encore moins naturelle, eux, ça pose pas de problème. Aujourd'hui, je pense que personne en Ariège ne remettrait en cause le bien fondé de la présence du gypaète barbu ou du castor dans la Loire. Donc, c'est pas tant la question de la réintroduction que le statut particulier de ces grands animaux, ces grands prédateurs. Et l'ours en particulier, c'est quand même le plus grand mammifère terrestre qu'on ait en Europe occidentale. Donc, quelque part, c'est le seul qui, s'il nous toise, est beaucoup plus puissant que nous, même si un sanglier, en réalité, a le pouvoir de vous tuer s'il vous charge. Mais bon, symboliquement, c'est pas la même chose d'avoir un animal qui peut se dresser sur ses pattes arrière et qui pèse plus que votre propre poids, qui a un peu le même régime alimentaire. Enfin, pour moi, c'est surtout ça qui est en jeu. En Ariège, là, au printemps, on a eu une invasion de mulots. Une vraie invasion de mulots. Il y a eu des quantités de mulots phénoménales. Je peux vous dire que les dégâts causés par cette invasion de mulots, que ce soit sur les récoltes, chez les maraîchers, les stocks de grains des éleveurs, ont été infiniment plus colossaux que les dégâts que pourraient commettre les ours sur des siècles. Et
Bon, on n'en a pas déduit qu'il fallait exterminer toute forme de vie mulot de l'Ariège, sans parler des microbes, des autres affections. La FCO, la fièvre qui a touché les ovins cette année en France, a tué entre 10 et 80% des cheptels, bien plus que les loups et les ours ne pourraient le faire, même s'ils étaient 50 fois plus nombreux. C'est vrai, mais c'est vrai que cette cohabitation difficile avec le pastoralisme que vous évoquez dans le dernier ouvrage est quelque chose qui touche, parce qu'effectivement, symboliquement, l'ours comme le loup sont des animaux inscrits dans notre imaginaire et il en a réel aussi donc comme vous l'avez très bien dit, pour l'ours qui physiquement fait le poids, et même plus que le poids vis-à-vis d'un humain, mais alors nous on a travaillé pour autre chose sur le loup et sur la peur du loup et sur la peur des bergers, qui est plus importante que la réalité du mal. C'est l'inquiétude et l'angoisse qui surtout sont le fléau plus que la bête par elle-même. Pour le loup, j'entends, et peut-être que pour l'ours c'est aussi un petit peu. Mais pour l'ours aussi, et là vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Il y a vraiment encore beaucoup de gens qui ont très peur des ours. Moi, je connais des gens qui ne veulent plus marcher seuls en montagne à cause des ours, qui ont peur pour leurs chiens, qui ont peur pour leurs chevaux, qui ont peur pour leurs enfants. C'est pas du tout quelque chose, alors que le risque est proche de nul. Un risque statistique est jamais nul, mais il y a eu un accident répertorié là en Italie sur 50 années, si on prend les 3 pays, France, Italie, Espagne, avec un ours. Cet ours mâle qui s'en est pris à un jogger. Bon, sachant que quand on court, on est plus à même d'être poursuivi par un animal sauvage que si on marche, mais mettons, c'est arrivé une seule fois. Or, la peur, elle est très présente. Et là, pour moi, il y a un vrai sujet, et c'est ça aussi que j'ai mis en scène dans le livre à travers le personnage d'une éthologue, c'est qu'il y a un déficit de connaissances qui est majeur, aussi bien scientifique, parce qu'il y a très peu de moyens qui sont mis en France pour travailler sur l'ours, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un animal qu'on connaît très mal, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il fait couler beaucoup d'encre, il coûte beaucoup d'argent pour les programmes de suivi de la population, mais on le connaît très très mal. Et puis, d'éducation populaire. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul programme qui est mis en place dans les écoles, dans le Couserans, de manière systématique, pour qu'un enfant d'ici connaisse son écosystème, et donc y compris l'ours, et ait une connaissance de base de la biologie de l'ours, sachant qu'il se nourrit essentiellement de myrtilles, de larves, plus que d'assassinats de brebis. Et ça aiderait déjà à relativiser des croyances qui continuent de circuler. Moi, j'ai des éleveurs qui m'ont dit non, mais les ours d'ici, ils mangent 85% de viande. C'est faux. C'est totalement faux. Mais ils en sont convaincus. Donc peut-être qu'avec eux, c'est trop tard, mais avec les enfants, il y a quelque chose à faire. Est-ce que vous avez un animal fétiche ou un animal totem? Alors, c'est pas la même chose, exactement. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, un animal qui vous suit, ou peut-être actuellement plus aussi? Alors, les choses, c'est sûr, sont des animaux qui sont très importants pour moi, parce que ce sont des animaux qui ont une délicatesse et une faculté de perception et de communication très grande, et puis qu'on trouve encore sur le globe à l'état sauvage. Alors, ce sont des chevaux qui ont été relâchés. Il n'y a plus de chevaux sauvages en tant que tels, mais enfin bon, qui vivent en autonomie sur de vastes territoires, comme des animaux domestiques qui font partie de la vie quotidienne. Donc ça, c'est un animal auquel je suis très liée. Après, moi, j'aime beaucoup les vautours. Et on a la chance d'en avoir qui sont pas très aimés, mais j'aime beaucoup les vautours, et en particulier quand j'ai découvert les gypaètes, qui sont donc les plus grands d'entre eux ici, et qui se nourrissent quand même quasiment exclusivement d'ossements, sont donc un peu les derniers des fossoyeurs. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans ce que ça raconte du rapport au cycle de la vie, à ces êtres vivants qui à la fois sont très beaux, très majestueux, qui dominent, qui parcourent de grandes distances, et puis qui s'alimentent en éliminant les derniers résidus des corps de ceux qui ont péri. Il y a quelque chose qu'on pourrait trouver sordide, qui moi me paraît très très poétique. Donc quand j'ai la chance d'en voir, parce qu'ici on les voit assez régulièrement, c'est quand même des grands princes, et voilà, ils sont très spectaculaires. Donc j'ai développé ces dernières années une certaine fascination pour ces oiseaux.